Et salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner mes conseils et mes différentes astuces afin de pouvoir choisir correctement et bien choisir vos différents composants pour votre PC. Que ce soit pour de la bureautique, pour du gaming, pour de l'applicatif professionnel ou même un usage totalement mixte. Bref, je vais vous donner les différentes clés afin de pouvoir éviter de se tromper, car il n'y a rien de pire actuellement de dépenser des sommes folles pour se retrouver avec différents composants le jour du montage qui ne sont pas compatibles ensemble, ou tout simplement une fois que le montage est effectué de se retrouver avec une bride matérielle, avec un bottleneck. Bref, je vais vous donner les différentes astuces dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis on va attaquer directement par le premier point. Avant ça et avant toute chose, je tiens quand même à préciser que je vais être assez complet, je vais vous bombarder finalement d'informations. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit café et à prendre un petit bloc-notes afin de tout noter. Je vous ai mis des timecodes si vous souhaitez à ce moment-là remettre à chaque fois des morceaux de vidéo pour pouvoir noter en fonction. Et puis c'est parti. Le premier conseil que je vais pouvoir vous donner à l'heure actuelle, il est indispensable et il est simple, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez besoin de faire avec votre machine, quel en sera l'usage. Définissez-vous un cahier des charges, c'est-à-dire définissez-vous vraiment votre besoin. Est-ce que ça va être pour de la bureautique, est-ce que ça va être pour du gaming, est-ce que ça va être pour de l'applicatif? Le pourquoi du comment et pourquoi c'est ultra important de le faire, c'est surtout que ça va vous permettre de pouvoir déterminer quelle est la gamme en termes de performance des composants que vous avez besoin et quels sont les composants qui vont pouvoir y répondre à ce moment-là, et surtout combien il coûte, ce qui vous aiguillera sur le second point. C'est tout simplement la partie budget. Eh bien oui, ça peut paraître pour une évidence pour certains, mais calez-vous et fixez-vous un budget fixe. Je tiens vraiment à le préciser parce que si vous ne mettez pas un budget plafond à ne pas dépasser, vous pouvez aller dans tout et n'importe quoi. Et des fois, on va peut-être avoir envie de mettre, allez, je vais prendre un petit peu plus d'esthétisme, après je vais peut-être aller chercher un peu plus de tel ou tel composant, alors que finalement, on avait peut-être rogné sur un autre composant derrière. D'ailleurs, le budget est aussi en corrélation avec votre besoin. C'est-à-dire que si on prend le cas par exemple d'une configuration typée gaming, si vous souhaitez pouvoir faire tous les jeux et jouer à tous les jeux en 4K en 144 images par seconde et que vous avez un budget de 800 €, non, ce n'est pas possible malheureusement. Il y a quand même une certaine cohérence à avoir et il y a un prix pour toute chose. Aujourd'hui, si on part sur une base classique d'utilisation pour la partie bureautique, une unité centrale pour l'aspect bureautique va elle tourner aux alentours entre 400 et 600 € pour les plus performantes, mais pour pouvoir partir sur des machines qui vont aussi tenir, j'allais dire facilement 10 ans. Sur l'aspect gaming, en termes de budget, on va plutôt se retrouver entre les premiers budgets en œuvre, vraiment pour les premières configurations, aux alentours des 600 € pour que ça vaille le coup, à du 800 à 1000 €, et là vous allez pouvoir prétendre jouer en 1080p, commencer un petit peu à faire du streaming, faire bien évidemment la partie bureautique, mais ça va être un petit peu tout. Vous allez être sur des machines qui vont être dédiées plutôt à des jeux compétitifs et à des petits jeux, et malheureusement en termes de durée de vie, il va vite falloir faire une upgrade de ces machines-là, généralement aux alentours des 4 ans. Après, on va arriver dans les budgets supérieurs à 1000 € et je vais faire un gros écart entre 1000 € et 1500 à 1800 €. Là, vous attaquez à la 2K et ou même de la 4K en fonction des jeux, à des qualités quand même assez élevées, c'est-à-dire voire même au maximum des qualités des différents jeux. Vous pouvez attaquer à ce moment-là aussi directement l'aspect gaming un petit peu plus poussé, au même titre que de la modélisation en 3D, de la photo, du motion design, de l'aspect vraiment productivité, mais là j'allais dire plutôt amateur ou lancement d'activité. Vous allez voir pourquoi en fait directement. Parce que au-dessus de 1800 €, dès qu'on passe de 1800 € à du 2000, 2005, 3000, 3005, 4000, 10 000 en fonction en fait de ce que l'on va arriver, on va plutôt arriver soit sur des machines ultra gamer dans le sens où on va jouer uniquement en fait en 4K, voire en 8K, à du 144 images par seconde à tous les jeux, voire supérieur à du 240 images par seconde, ou sinon sur des machines dédiées plutôt professionnelles, donc on va appeler ça plutôt des workstations, ou sur lequel vous allez faire vraiment du professionnel, mais avec un objectif de rentabilité. C'est pour ça que je différencie aussi le côté professionnel amateur et le côté professionnel rentabilité. C'est que malheureusement aujourd'hui, si vous faites pas 15 ou 10 montages vidéo par exemple par jour en 8K et que vous ne les revendez pas à votre client, la machine sera pas amortie. Alors que quand par exemple je prends
dans mon usage moi personnellement, on peut considérer que je suis professionnel avec l'aspect YouTube, et ben clairement pour le montage vidéo, c'est pas du tout rentable, et je fais pas que ça, c'est-à-dire je fais aussi la partie gaming, je fais aussi en fait de la retouche photo, bref, pas mal de choses à côté. Donc j'ai besoin d'une machine à l'heure actuelle qui puisse faire un petit peu de tout, et dans les budgets aujourd'hui qui correspondent à ça, on va être aux alentours des 1300 € à 1800 €. Donc c'est aussi pour ça que voilà, il faut vraiment déterminer votre cahier des charges en premier. Une fois que votre cahier des charges il est vraiment lui déterminé de ce que vous savez, de ce que vous souhaitez faire à ce moment-là avec votre future machine, voir le budget qui est en relation et savoir qu'est-ce qui peut rentrer à l'intérieur. Maintenant, on va passer aux outils. Et oui, au niveau des outils, il existe des outils à l'heure actuelle sur Internet qui vous permettent de pouvoir facilement configurer en fait votre machine et configurer vos différents composants. Leur nom est tout quand même assez bête et je pense que vous les connaissez. Ce sont les configurateurs comme le Configomatic, le configurateur LDLC, Material.net, Newegg, etc. Il y en existe quand même pas mal. Ils sont tous globalement faits sur le même algorithme. Ils sont tous nourris finalement de la même façon et en soi, ils ont tous le même défaut. C'est-à-dire qu'il faut aussi garder une certaine homogénéité au niveau de votre configuration. Vous n'allez pas partir sur un i9 avec une carte mère de bureautique. Alors vous allez dire pourquoi? Parce que la carte mère de bureautique, elle ne va pas pouvoir gérer et libérer tout le potentiel de votre processeur et tout simplement vous allez créer un goulot d'étranglement, un bridage finalement, et ce que l'on appelle en termes techniques en anglais le bottleneck. Le bottleneck, beaucoup en fait vont considérer comme quoi c'est uniquement entre le processeur et la carte graphique, alors que pas du tout. Une carte mère peut très bien bottleneck n'importe quel composant à l'heure actuelle parce qu'elle ne pourra pas la capacité de pouvoir les faire tourner ou l'équipement nécessaire, ou au même titre qu'elle pourra aussi brider votre stockage ou brider vos RAM à ce moment-là. Le système de refroidissement pareil, donc ça veut dire système de refroidissement water cooling ou ventirad ou boîtier. Bref, je pense que vous avez compris, tous les composants doivent être homogènes d'un point de vue performance et doivent eux rentrer en fait en compte, et ça finalement les configurateurs ne le prennent pas en compte. C'est bête à dire, mais ils vont vous proposer pour en fait un i9 ou un i7 la première carte mère entrée de gamme d'un point de vue performance pour de la bureautique, parce que elle, factuellement, que ça soit au niveau de son socket, que ça soit au niveau de la RAM, que ça soit au niveau du chipset, elle peut le prendre en charge, parce que oui, ça fonctionnera techniquement, mais ça sera pas optimal et ça sera pas adapté. Là où j'en viens, et on va directement le voir à ce moment-là sur la machine juste après, c'est que je vous conseillerais à chaque fois de finalement lister les composants dont vous avez besoin, mais surtout de commencer par le processeur. Et pour ça, il faut connaître la gamme. Sans connaissance, vous ne pouvez pas à ce moment-là sélectionner vos différents composants correctement. Pour la partie processeur, on va avoir deux constructeurs, donc Intel et AMD. Et là, je vais vraiment prendre les bases pour que ça puisse parler à tout le monde. Chez Intel, vous avez plusieurs processeurs en termes de déclinaison. On va se retrouver avec le Celeron, le Pentium, le i3, le i5, le i7 et le i9. Chez AMD, à l'inverse, on va se retrouver avec un Athlon qui lui va être dédié finalement à la partie bureautique et qui va faire face directement au Celeron, au Pentium et au i3 à ce moment-là. Après, on va avoir le Ryzen 3, le Ryzen 5, le Ryzen 7 et le Ryzen 9. En termes de déclinaison en fait supérieure, finalement vous vous retrouvez avec une déclinaison quand même assez équivalente à Intel, c'est-à-dire le Ryzen 3 est en théorie donc le concurrent du i3, le Ryzen 5 du i5, le Ryzen 7 du i7 et le Ryzen 9 du i9. Bref, voilà. Ça, en gros, il faut quand même comprendre que chacune des catégories et chacune de ces gammes-là ont une gamme de performance aussi. Les i9, bien évidemment, sont en fait les plus gros, et là je parle de processeurs beaucoup plus donc grand public, mais c'est surtout que aujourd'hui, de façon globale, pour une configuration, j'allais dire bureautique, comme je l'ai dit, on va plutôt être sur des Athlon, sur des Ryzen 3 quand ils en sortent, sur des i3, sur des Celeron et sur des Pentium, vraiment sur Celeron et Pentium, sur vraiment des toutes petites bureautiques, vraiment très simples, c'est-à-dire uniquement la navigation. Après, quand on va arriver au-dessus sur le parti gaming, on va commencer chez Intel avec un i3, un i5 et un i7, et quand on va arriver en fait chez AMD, ça va être Ryzen 5, Ryzen 7. Alors pourquoi je sélectionne les Ryzen 7 aussi à l'intérieur, c'est quand on va chercher sur du plus poussé, et notamment gaming streaming par exemple, ou en fait à ce moment-là chercher des très grosses performances en gaming en 1080p. C'est ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous jouez en 1080p, donc la définition de Full HD, enfin la résolution en Full HD, et clairement c'est beaucoup plus le processeur qui joue que la carte graphique, et c'est le processeur qui a une plus grosse importance. C'est pour ça que c'est important finalement de savoir ce que vous allez faire, parce que si vous me dites je veux jouer que en 4K, typiquement là on va pouvoir
possiblement aller chercher du i5 avec une plus grosse carte graphique à ce moment-là et qui va justement être adapté pour pas qu'elle soit bridée en fait entre eux afin que vous puissiez avoir de maximum de performance en 4K, même si à ce moment-là le i7 sera aussi plus performant que le i5. Mais vous m'avez compris dans le principe directement, il faut quand même allier les choses, mais sur la partie globale, pour du Full HD et pour ces résolutions-là, ça va être le processeur qui va jouer principalement. Ce qui fait que d'un point de vue global, après au niveau des gammes, que ça soit pour le Ryzen 7, le i7, on va rentrer dans un usage, j'allais dire, assez mixte, c'est-à-dire pour les personnes qui veulent faire de l'applicatif, comme pour des personnes qui veulent faire du gaming, comme bien évidemment de la bureautique, parce que qui peut le plus, peut le moins aussi. Pour tout ce qui va être Ryzen 9 et i9, là par contre, on va rentrer vraiment dans une spécification qui vont être beaucoup plus pour des machines de production, pour de la partie productivité de base, donc des workstations. Vous allez pouvoir jouer, certes, mais ça sera pas l'optimal. Vous allez pouvoir du coup faire du rendu, etc. Vous allez pouvoir attaquer des gros logiciels, des calculs complexes, de la modélisation ou autre. Là par contre, ça sera beaucoup plus adapté. C'est à là que est fait et choisi en fait cette gamme-là, et c'est le public cible finalement de cette gamme-là. Donc ça ne sert à rien de prendre un i9 pour pouvoir jouer aujourd'hui, en sachant que vous allez possiblement avoir un écart de 200 € sur le processeur, mais pour avoir 5 ou 10% de performance en plus. Là, on va arriver aussi au deuxième choix et on va parler de la RAM. Au niveau de la RAM, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le minimum de RAM utilisé va être plutôt de 8 Go pour la partie gaming, 4 Go vraiment minimum pour en fait des toutes petites configurations bureautiques, mais le mieux c'est quand même d'être au minimum sur 8 Go. Pour être à l'aise en gaming, on va partir sur 16, et pour finalement voir dans le temps et avoir une certaine évolution pour l'aspect en fait gaming classique, on va partir sur 32 Go. Quand on arrive sur le côté professionnel, et ben là ça va être beaucoup plus complexe parce que ça va dépendre des logiciels. Vous prenez la suite Adobe, ce sont des gros gloutons, vous pouvez lui donner 128 Go dans la poire, il va vous les bouffer. Vous lui mettez 64 Go, bah il va se restreindre à 64 Go, il va être en petite diète. Donc autant vous dire que là ça va vraiment dépendre de vos logiciels, et je considère qu'en tant que professionnel, vous savez aussi sur quoi vous travaillez. Sur chacun des logiciels, comme d'ailleurs sur tous les jeux, vous pouvez aller sur le spec des constructeurs ou en fait des développeurs, et vous allez avoir les minimums requis ainsi que les maximums requis et j'allais dire la partie recommandée classique. Là vous pouvez voir que si le maximum requis vous demande en fait du 300 et quelques gigas de RAM, je dis n'importe quoi, bah vous savez que plus vous lui en donnez, plus il va en bouffer, plus du coup en fait il sera consommateur, il sera content, il sera performant avec. Donc là il faut aussi allier à ce moment-là votre budget avec la capacité de RAM que vous allez avoir. Pour vous donner un ordre d'exemple et comment après on fait et comment on utilise finalement un configurateur, je vous montre ça directement sur mon PC, vous allez voir c'est quand même assez simple, mais il y a quelques petits détails. Donc on va se retrouver directement sur le configurateur de chez LDLC afin que vous puissiez en fait avoir une certaine dimension aussi de tout ce qu'il peut proposer. C'est parti. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur le configurateur d'LDLC. Je vous mettrai les liens de tous les configurateurs, par exemple, que je connais en fait à ce moment-là, et de tous les outils que j'utilise directement dedans. Ici, vous avez donc démarré en fait ma configuration. Et là, si on prend le cas, et je vais aller chercher sur un cahier des charges un petit peu spécifique, mais on va se dire une configuration aux alentours des 1500 à 1800 € par exemple pour en fait du gaming, on va à ce moment-là déjà sélectionner le processeur. Ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là vous allez sélectionner un processeur par exemple avec un budget qui sont les prix du site de revente là où vous propose le configurateur. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que j'aime bien prendre la partie LDLC, parce que généralement et globalement, LDLC étant le leader quand même à l'heure actuelle français, c'est surtout qu'ils sont aussi des fois très mal placés d'un point de vue tarification et qui sont quand même assez chers. Donc si vous au niveau du budget vous vous dites ok, je vais faire une configuration à 1800 € chez LDLC, sachez que en allant fouiner, en regardant les vidéos bon plan, en regardant les différentes vidéos à gauche et à droite et les différents comparateurs, et ben ça vous permettra peut-être d'économiser 200 ou 300 € et de finalement retomber sur votre budget souhaité de 1400 à 1500 €. Bref, là par exemple, si on part sur un 12400F, donc on est sur un processeur de 12e génération. La génération chez Intel s'exprime toujours avec le premier nombre, donc ça veut dire que là 12000 à ce moment-là. 4 c'est pour en fait une déclinaison et la première déclinaison du processeur, et F ça veut dire comme quoi il n'a pas de partie graphique, donc ça veut dire que vous n'aurez pas d'affichage si vous ne mettez pas de carte graphique avec. Donc on va se dire allez, un 12400F, et là vous voyez il me propose directement la partie ventirad ou autre. Ce qu'on va sélectionner d'abord, ça va être la RAM. On a dit qu'on partait sur une configuration à ce moment-là gaming, donc je vais simplement sélectionner du 16 Go, et là pour une configuration neuve, je vais me dire quand même que je vais peut-être partir à ce moment-là sur un minimum de la DDR5. Vous avez la DDR4 à ce moment-là, mais aujourd'hui en neuf, je préfère vous conseiller directement de partir sur la DDR4, ça sera quand même plus efficace. Au niveau de la RAM, au niveau des fréquences à ce moment-là, ce qu'il faut considérer, c'est que plus vous avez une fréquence élevée, mieux c'est. Plus vous avez une latence basse, mieux c'est. La latence
exprimé donc en CL ou en CAS sur les dénominations commerciales. Cependant, il faut faire attention quand même, c'est que tous les processeurs ainsi que toutes les cartes mères ne prennent pas en charge les plus grosses fréquences et généralement de façon globale sur les fréquences basiques sur lesquelles on va surtout avoir de bonnes perfs et surtout avoir un rapport qualité-prix qui soit présent. Sur la DDR5, on va tourner entre 6000 et 6600 MHz. Donc finalement, je sélectionne un peu toutes celles qui rentrent en compte dedans. Est-ce que j'ai envie d'avoir du RGB? Bah pourquoi pas. Vous voyez, là on a les Corsair du coup à ce moment-là qui sont donc là en CL36. Pourquoi pas, ça reste ok pour la partie gaming. Hop, j'ai 32 Go. Allez, je me mets mon kit de RAM. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais sauter le côté carte graphique. Je vais sélectionner directement la partie stockage. Comment on détermine la partie stockage et comment on détermine ce qu'on en a besoin? Si c'est votre premier PC, que vous n'avez jamais eu de PC avant ça, déjà il faut déterminer qu'est-ce que vous allez faire. Vous regardez sur internet les différents logiciels ou les différents jeux que vous souhaitez utiliser et jouer à ce moment-là. Et dans la partie spécification, il vous donne toujours la taille que ça va prendre une fois installé. Je vous prends le cas par exemple de Call of Duty. Call of Duty va prendre un stockage d'environ un peu plus de 200 Go avec du Warzone et un Modern Warfare. Vous prenez un Fortnite, vous prenez un Assassin's Creed ou autre, vous allez être aux alentours des 60 Go à 120 Go en fonction des jeux. Donc là, vous savez que tout cumulé à 500 Go de SSD, ça risque d'être faire un petit peu short. Par contre, si c'est que pour de la bureautique, que vous allez presque jamais rien stocker ou peut-être 2-3 photos de famille et une ou deux vidéos et un film, 500 Go, ça peut suffire largement. Si au contraire, vous, au niveau de la partie utilisation, vous êtes professionnel et que vous savez que vous allez manger à des rushs de 8K et que vous allez avoir du coup une centaine de vidéos à faire et que par vidéo, vous avez peut-être 100 Go à la sortie, bon là, il faut prendre en fonction de un stockage adapté, soit en fait en disque dur, soit en fait en SSD, et à ce moment-là, partir sur du 2, 3, 4 ou 8 Tera ou 10 Tera en fait de stockage dans votre machine. Mais là, malheureusement, il n'y a que vous pouvez savoir ce que vous consommez. Pour une machine gaming en milieu de gamme, moi je vais toujours conseiller de pouvoir partir au minimum sur 1 Tera. Ça permet de voir venir et ça permet de pouvoir en fait se dire qu'en quoi on a assez d'espace, et si on n'a pas assez d'espace, et on le verra avec le choix de la carte mère, on pourra toujours rajouter un stockage supplémentaire. Donc après, à ce moment-là, on va sélectionner notre stockage. Vous voyez ici, on a donc des SSD en 2,5 pouces, donc ils sont câblés, et on a ici des NVMe. Les NVMe sont des SSD donc qui vont se brancher directement sur la carte mère. Les SSD donc 2,5 pouces, eux sont comme les disques durs à plateau, ils vont se câbler directement. En soi, le SSD NVMe sera plus rapide et plus performant que le 2,5 pouces, et le 2,5 pouces, les SSD en classique seront quand même plus rapides que en fait un disque dur à plateau. Les disques durs à plateau, donc les vieux disques durs si on peut parler comme ça, ce sont des disques qui vont être quand même beaucoup plus robustes, mais ils vont être lents. Donc il faut considérer que finalement un disque dur c'est un poids lourd et que un NVMe c'est la Ferrari, et que finalement un SSD 2,5 pouces, c'est un peu la Mégane RS. Voilà, ça rattrapera pas la Ferrari, mais c'est quand même beaucoup plus rapide qu'un camion. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Le camion, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir stocker des données, beaucoup de données à ce moment-là, mais il va être rentré un peu plus lentement. Pour l'aspect génération des SSD, dans les 2,5 pouces, il n'y a pas réellement de génération. Cependant, pour les NVMe, vous avez des générations et des rapidités différentes. C'est ce qu'on va exprimer en PCI Gen 3, PCI Gen 4, PCI Gen 5. Là, ça va vraiment dépendre de la rapidité globale du transfert de données en écriture et de la lecture de vos données directement. Est-ce qu'un gaming ça a un impact? En réalité, entre du PCI Gen 4, PCI Gen 3, PCI Gen 5, et ça, je vous en présenterai un test bientôt sur la chaîne principale, et il y a très peu d'impact. On est de l'ordre de la dixième de seconde sur un temps de chargement. Donc autant vous dire que là, il faut simplement regarder d'un point de vue budget, d'un point de vue usage, ce que vous avez besoin. Par contre, attention, pour la partie productivité, et là pour vraiment le côté professionnel, si vous êtes à transcrire des rushs, par exemple pour la vidéo, à faire du rendu ou à faire du calcul de points, à faire de la modélisation 3D, là ça va être important d'avoir des SSD qui vont avoir des hauts taux d'écriture et de lecture, et à ce moment-là, je vous conseillerais de partir sur du PCI Gen 5 si en termes de qualité de stockage et de quantité de stockage ça vous suffit, ou sinon sur du PCI Gen 4 à du minima, au moins être sur du 5000 en écriture et en lecture, ou 4800 en écriture et lecture à ce moment-là, mais partir sur un PCI Gen 3 par exemple en SSD NVMe à 3000, 3500, à 2800 en écriture par exemple, c'est quand même un petit peu faible et vous allez perdre du temps pour rien, alors que là on aurait pu optimiser finalement en passant juste sur une génération haute. Mais il faut pas se faire avoir non plus, parce que par exemple ici, le NV2 que vous avez ici est déclaré comme étant donc un PCI Gen 4, donc ça veut dire qu'au niveau de la norme il est compatible. Cependant, quand on regarde ses specs de façon globale, donc là il faut ouvrir en fait directement, vous le voyez, au niveau de la lecture on est jusqu'à du 3500 mégabits seconde, et au niveau de l'écriture on est jusqu'à du 2800. Donc vous avez les mêmes performances
performance qu'un PCI Gen 3 de façon globale, mais finalement avec la norme PCI Gen 4 de communication. Donc là, c'est pas très intéressant de partir par exemple sur ce SSD là. À ce moment-là, on va plutôt aller chercher, j'allais dire, un P3+. Et quand on regarde le P3+, directement, vous voyez que là, on est à 4200 en écriture pour du 5000 en lecture. Donc pour de la productivité, ça sera plus intéressant de partir sur ce dernier à ce moment-là. Je parle pas de fiabilité, là je parle vraiment que de performance pure en fait directement. Pour du gaming, pourquoi pas avoir à l'économie et partir en fait sur du NV2. Voilà, ça restera un Tera, ça restera ok pour du gaming, ça restera ok pour de la bureautique. Par contre, c'est vrai que pour de l'applicatif vraiment pur, on va chercher des vitesses d'écriture et de lecture beaucoup plus supérieures, en sachant qu'on a aussi le PCI Gen 5 qui eux peuvent monter vraiment du coup en fait supérieur à du 7000 voire du 1 Go directement. Maintenant que c'est fait pour la partie directement SSD, on va passer au boîtier. Le boîtier va conditionner finalement un petit peu tout directement parce que c'est là où vous avez tout rentré dedans. Donc clairement, il faut y faire attention à ce que ce soit compatible avec tout. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de boîtier alors qu'on n'a pas encore choisi la carte mère, le système de refroidissement pour le processeur et la carte graphique? Et ben parce que le boîtier aussi, il faut savoir est-ce que vous avez envie de vous faire plaisir ou non. Et on reviendra sur le choix du boîtier justement un peu plus tard, parce que si vous me dites aujourd'hui que vous avez envie de vous faire plaisir et que vous voulez que ça soit visuel et que vous voulez avoir un attrait quand même visuel sur votre configuration, et ben c'est là où justement ça va conditionner le choix de votre carte graphique, ça va conditionner le choix de votre carte mère et ça va conditionner le choix de votre système de refroidissement. Est-ce qu'aujourd'hui je peux vous conseiller de choisir un boîtier avant tout ça et de conditionner finalement le reste? Ben si vous en avez les moyens, oui. Parce que si par exemple vous partez sur un boîtier mini ETX en petit format à ce moment-là, donc vraiment les tout petits formats, parce qu'il existe plusieurs formats en fait de boîtiers, bah là oui vous allez devoir prendre un système de refroidissement qui soit compact et qui soit performant, qui va coûter plus cher, une carte graphique qui soit compacte et performante, qui généralement coûte plus cher aussi, et donc du coup un boîtier et une carte mère donc compacte et plus performante, donc des cartes mères au format ITX directement par exemple, et ça va vous coûter plus cher aussi. Il n'y en a pas non plus en fait des masses et c'est pas non plus un segment de marché qui est quand même très répandu. Ce qui fait que de façon globale, le fait de contraindre votre configuration sur un format spécifique comme le mini ITX va devoir vous faire dépenser plus, et à ce moment-là il faut regarder si vous en avez les moyens aussi en fonction de votre budget. C'est pour ça aussi que moi personnellement je réfléchis un petit peu autrement et je mets le côté boîtier. Je regarderai ce qui me plaît finalement dans l'aspect boîtier d'un point de vue visuel, mais qu'une fois que j'aurai choisi les autres composants. Donc là maintenant ce que l'on fait, c'est qu'on remonte un petit peu et on va sélectionner un système de refroidissement. Il existe deux grandes familles de systèmes de refroidissement, Ventirad et AIO. AIO ça veut dire All in One, ce sont des water cooling, donc c'est un système de refroidissement par eau. Un Ventirad c'est simplement un radiateur avec un ventilateur qui vient pousser de l'air dans des ailettes, donc du radiateur en lui-même, et qui vient refroidir avec des cadoducs en interne le processeur. Donc lui il est posé directement sur le processeur. Par contre le water cooling lui c'est différent, c'est-à-dire que vous avez deux tuyaux avec une pompe généralement posée sur le processeur en direct, et cette pompe va envoyer du liquide dans donc les tuyaux jusqu'à un radiateur lequel est refroidi donc par le vent produit par les ventilateurs donc du water cooling en lui-même, pour justement redescendre avec un liquide frais et venir se positionner donc sur le processeur, et à ce moment-là refroidir le processeur, repartir en cycle chaud, donc avec un liquide chaud dans le radiateur tout froid, et hop ça redescend. Grosso modo c'est ça. Je vous la fais vraiment très simple et très ahuri en fait en soi, mais c'est ça. Avantage et inconvénient d'un water cooling et d'un ventirad, je vous en referai aussi une vidéo en fait à ce moment-là. Les ventirad sont de manière générale et globale moins performants que les water cooling. Cependant la durée de vie d'un ventirad est beaucoup plus longue. Il faut aussi prendre en compte, c'est que du fait que le ventirad est directement positionné sur votre processeur, il faut aussi avoir un boîtier, si votre ventirad est quand même assez large, un boîtier qui va être aussi assez large pour pouvoir l'accueillir. Pour la partie water cooling, les défauts que l'on va avoir, c'est que finalement vous avez une pompe qui est électrique à l'intérieur, ce qui fait que elle aura une durée avec un nombre d'heures finalement en fait assez défini, qui va être plus faible qu'un ventirad, puisqu'un ventirad, je le rappelle, c'est juste un ventilateur qui tourne, donc au final, même s'il faut en fait le changer parce que le ventilateur a claqué, on peut le changer, ça reste de façon globale des ventilateurs qui sont pas propriétaires. Donc sur un water cooling, il y a quand même ce défaut là. Le water cooling va demander aussi plus d'entretien, et je pense pas d'entretien dans le sens où il faut remplir le liquide etc, pas du tout, c'est plutôt du nettoyage, parce que la poussière va venir plus facilement se loger dans les ailettes du radiateur et du coup encombrer finalement ce dernier, ce qui va aussi au fur et à mesure, si vraiment il y en a énormément, va réduire les performances de votre water cooling. Pour la partie globale à l'usage, dès qu'on va passer pour moi en fait dessus sur en fait des i7 et des i9, des Ryzen 7, des Ryzen 9,
faudra passer obligatoirement sur du water cooling parce que il y a un phénomène que l'on appelle le thermal throttling, donc finalement qui est une sorte de bottleneck finalement de votre processeur, qui fait que si votre processeur chauffe de trop, il va baisser sa fréquence de fonctionnement et donc du coup ses performances pour justement éviter de chauffer. Et ben c'est là où justement un water cooling ayant plus de performance de façon globale au niveau des systèmes de refroidissement va permettre de pouvoir mieux refroidir, de refroidir de façon, j'allais dire, constante votre processeur et des plus gros processeurs à ce moment-là, et donc permettre de pouvoir libérer de la puissance de façon globale et exploiter au mieux votre processeur. Pour l'aspect bureautique classique, on peut utiliser un ventirad de base ou en fait un ventirad un peu plus amélioré, par exemple sur des i3. Pour l'aspect gaming en fait de façon globale, je vais quand même toujours conseiller à ce moment-là de partir, quand vous êtes sur un i3 ou sur un i5, au moins sur des ventirad plus ou moins performants, ou sinon sur certains i5 à ce moment-là de passer directement sur du water cooling, et au-delà du i5, i7, i9, Ryzen 5, Ryzen 9, partir directement à ce moment-là sur des water cooling. Voilà, là donc finalement quand on revient à la configuration, moi ce que je vais sélectionner, c'est que je vais sélectionner un ventirad ou un water cooling adapté. Pour ça vous avez, et pour savoir, vous avez les vidéos de test que je vous propose sur la chaîne, vous avez aussi Guillaume avec Skinzer qu'on fait donc là dernièrement des vidéos de test des ventirad et des water cooling qui sont donc les mieux en fait du marché d'un point de vue performance. On avait fait cette série là aussi avec Guillaume et Jekfio du coup sur la chaîne de Guillaume il y a 2-3 ans en arrière finalement, et on avait fait plusieurs. Donc autant vous dire que déjà tous les systèmes de refroidissement ont été testés sur le marché. Donc là après il faut simplement voir en fonction de votre processeur combien est-ce que du coup et quel est le water cooling ou le ventirad adapté. Donc pour en revenir sur la configuration, moi personnellement par exemple je vais plutôt avoir tendance, que ce soit là pour exemple pour le i5, à prendre un MSI 240 RV2 directement. Donc je vais vous le montrer hop dessus, par exemple qui lui fait partie donc de la gamme de chez MSI. On est à 109 € et comme je vous le disais d'un point de vue tarification, voilà 109 € c'est ok, même si sur Amazon il est à 89 € à l'heure actuelle. Voilà, vous allez quand même gagner à chaque fois du coup 10, 20, 30 ou 50 € au niveau des composants directement. Maintenant qu'on a choisi ça, tout simplement on va aller choisir notre carte graphique. Eh bien oui, et là pour la carte graphique, la chose que je vais vous conseiller, c'est à ce moment-là de sélectionner votre processeur. Donc là vous savez ce que vous avez choisi. Hop, vous allez aller sur notre cher ami YouTube, là où vous êtes à l'heure actuelle. On va venir placer et écrire 12400F par exemple dans notre barre de recherche. Avec à ce moment-là on va se dire une 4070 et on va dire quel est le jeu auquel on veut jouer de façon globale. Et par exemple je vais mettre Valorant. Mais voyez, vous avez ce type de vidéo ici. Et donc là vous avez directement donc un test. Alors après il faut quand même regarder, voilà, il a été fait il y a un an, donc de temps en temps il y a des mises à jour ou autre. Mais vous pouvez voir finalement une personne qui joue en fait au jeu directement, et on voit en haut à gauche par exemple les différentes métriques, donc le nombre de FPS qu'il obtient en fait dessus. On voit bien que c'est un 12400F, vous avez la carte graphique au-dessus. Bref, ça vous donne un ordre d'idée. Et donc ce type de vidéo finalement vous permettent pas d'avoir exactement les performances que vous aurez, parce qu'il y aura toujours en fait certaines variations, mais vous permettent déjà d'avoir une fourchette de performance sur lequel vous pouvez vous baser. Et du coup si elle correspond à votre cahier des charges initial et à votre besoin, et à ce moment-là vous savez que le couple que vous avez choisi, processeur carte graphique, fonctionne. Si c'est pas assez performant, vous passez à une carte graphique supérieure si votre budget vous le permet. Si c'est justement finalement trop performant, qui peut plus peut le moins, vous êtes tranquille. Vaut mieux aussi, dans le cas où vous avez le budget, aller chercher une carte graphique quand même un peu plus élevée, avoir cherché peut-être un couple de processeurs carte graphique aussi plus élevé, parce que ça vous durera aussi plus vite dans le temps et ça vous durera finalement mieux. Si vous voulez pas vous choper à ce moment-là toutes les vidéos à taper, à regarder ou autre, un site que j'aime bien, ça va être Tech Power Up directement, qui vous permet de pouvoir avoir un ordre d'idée au niveau de la partie carte graphique, parce qu'on a des reviews en fait total de presque toutes les cartes graphiques à l'heure actuelle. Et si je prends donc, si on va prendre une 4070 Ti Super, hop, ici on va prendre une gigabyte directement qui est prise directement là. Ici vous avez la partie globale, donc avec l'explication de ce que c'est ou autre, la partie mémoire, et juste en bas au niveau de la page vous pouvez sélectionner après en fonction des différents jeux les tests qui ont été effectués dessus. Donc si on va prendre par exemple là cette fois-ci un Cyberpunk 2077 pour que ça parle à tout le monde, vous avez les différentes définitions avec les FPS moyens qui ont été utilisés. Donc après il faut quand même regarder aussi dans la partie protocole de test qui a été testé, donc setup test dessus, où vous voyez que ça a été fait avec un i9 14900K afin de ne pas brider la carte. Donc bien évidemment faites attention, si vous êtes sur un i3 vous aurez pas ces performances en 1080p, pas non plus ces performances là au-delà,
et vous allez peut-être avoir à ce moment-là un bottleneck en fonction. Donc en gros, ça va être, voilà, moi c'est mes deux conseils pour la partie choix de la carte graphique, c'est à ce moment-là de bien sélectionner un couple qui correspond. Là par exemple, on peut se dire avec une 4070 Super directement, voilà, là j'ai la partie carte graphique tranquillement, je sais que je suis à 1150 €, qu'à l'intérieur il me reste encore donc le boîtier d'alimentation et la carte mère à sélectionner pour arriver aux alentours des 1500 €, et c'est faisable, une alimentation c'est 150 €, un boîtier c'est environ une centaine d'euros de moyenne, une carte mère 150 à 200 €. Donc en gros là du coup je suis bien. Bon, là ce que je vais faire c'est qu'à ce moment-là, plutôt que d'aller chercher le boîtier ou l'alimentation, je vais sélectionner ma carte mère. Et au niveau de la carte mère, vous voyez qu'on a beaucoup de choix. On a du B, du Z, etc. Mais laquelle choisir? Comment est-ce qu'on choisit finalement une carte mère? Et ça j'en ferai une vidéo dédiée sur la chaîne principale avec différents tests, mais là je vais vous expliquer globalement ce qui se passe. La carte mère déjà, elle se définit en fonction du processeur que vous avez sélectionné, que ça soit côté Intel, côté AMD. Vous pouvez pas avoir une carte mère compatible Intel et AMD en même temps pour la partie processeur, ce n'est pas possible parce que ce ne sont pas les mêmes systèmes du coup de mise en place qu'on en appelle le socket. Donc finalement, vous avez soit côté Intel, soit côté AMD, et les configurateurs là vous donnent toutes les cartes mères, donc là dans mon cas avec Intel, qui sont compatibles avec Intel, et si vous avez sélectionné un AMD, toutes les cartes mères compatibles avec AMD. Grosso modo, ça pour l'instant on est ok. Cependant, il y a aussi une gamme de performance comme pour les processeurs. Vous allez pouvoir retrouver donc du côté d'Intel des différents chipsets. Ces chipsets là, c'est ceux qui, ça va être des processeurs finalement qui sont présents dans la carte mère, qui vont permettre de gérer finalement à qui va quoi, où et comment en fait à ce moment-là gérer des informations et gérer des performances de chacun. Et ces chipsets là finalement ils ont une importance parce que vous avez des chipsets qui ont une gestion plus ou moins avancée de certaines technologies, qui sont compatibles plus ou moins aussi avec certaines technologies, et du coup qui vous permettront d'exploiter à ce moment-là des processeurs. Donc après au niveau de la gamme, comment est-ce qu'on les reconnaît? Vous avez chez Intel la gamme H au niveau de la partie chipset, où là ça va être beaucoup plus des cartes mères qui vont être dédiées à la partie bureautique. Donc là on va être à ce moment-là beaucoup plus adapté à des Celeron, des Pentium, des i3 voire des i5, mais je ne recommanderais pas sur des H de pouvoir passer par exemple sur des i7 ou sur des i9. Vous avez la partie B, où là par contre on va être sur l'aspect pour plus j'allais dire gaming, mais gaming budget, c'est-à-dire que vous allez partir sur des cartes mères qui sont capables de finalement de presque tout faire, mais en étant un petit peu limité et en ayant peut-être toutes les dernières technologies, mais ne pouvant pas aller au maximum des performances. Donc la gamme B c'est vraiment l'intermédiaire qui permet quand même un large choix, qui ouvre la porte de la partie productivité et gaming, mais en ayant quand même certaines restrictions. Parce que là où on enlève toutes les restrictions, ce sont les Z. Chez Intel, les Z, ça va être vraiment les cartes mères de plus haut de gamme à ce moment-là, qui sont le côté, j'allais dire, extrême, où là on va pouvoir aller faire de l'overclocking, aller chercher beaucoup plus loin en fait au niveau des composants, et qui sont généralement équipés de toutes les dernières technologies. Mais ça veut dire aussi qu'elles coûtent beaucoup plus cher. Côté AMD, cette fois-ci, on va se retrouver avec la même configuration finalement de cartes mères et de chipsets, avec les A. Les A, ça va être le côté beaucoup plus bureautique. Vous allez pouvoir retrouver les B qui vont être donc là la même chose au niveau de la partie AMD, les intermédiaires, mais côté AMD, les B vont être généralement un poil plus chers que côté Intel parce qu'elles ont un équipement quand même un peu plus supérieur et elles offrent quand même plus de possibilités comparé en fait à Intel de façon globale, notamment sur le côté overclocking, etc., où on peut déjà commencer à y toucher avec ce type de carte mère là. Et après, vous avez donc les X qui sont donc l'équivalent des Z, mais du côté extrême. Je vous mets tout simplement aussi directement en description le lien vers la partie Intel comme vers le site d'AMD, où vous avez le listing de tous les chipsets qui sont présents avec la compatibilité avec la partie processeur et le détail de justement ce qu'ils permettent en termes de compatibilité vis-à-vis des différentes technologies. Et c'est là où il faut y faire attention, c'est qu'il faut quand même aussi regarder, parce qu'un chipset qui ne prendrait pas en charge par exemple le PCI Gen 5 au niveau de la partie carte mère et que votre carte mère ne serait pas adaptée à ce moment-là, alors que vous avez sélectionné justement un SSD en PCI Gen 5, bah vous l'avez dans le baba. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'il faut y faire attention à regarder sur votre carte mère aussi, et ça certains chipsets le seront en fait capables plus ou moins de gérer plus de stockage. Vérifiez que sur la carte mère et que sur la gamme que vous prenez, vous ayez plusieurs possibilités de stockage à ce moment-là, ou en tout cas d'emplacement, que ça soit en NVMe ou en SATA en fonction de votre usage, pour pouvoir justement faire évoluer votre configuration si votre besoin évolue, ou si justement en fait dessus c'est déjà prévu de le faire évoluer, ou que vous avez sélectionné plusieurs stockages. Vérifiez aussi qu'au niveau de la RAM, au niveau de sa fréquence, elle puisse être lue. Tout ça c'est dans les caractéristiques techniques de votre carte mère et vous pouvez pas y louper. Pour ça, il faut se renseigner, et soit vous regardez directement sur le site de revente, mais généralement les fiches techniques, que ce soit du coup des DLC, Top Achat, Mattel.net, Cybertech, etc.,
etc., elles sont quand même assez faibles. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de prendre directement la référence complète de la carte mère, d'aller sur le site du constructeur et là, vous avez vraiment un détail complet qui vous permet de pouvoir en fait à ce moment-là regarder. Donc pour ça, on va se dire, ok, moi je vais partir là par exemple sur une baie, j'ai besoin du Wi-Fi et je vais prendre celle-ci. Mais vous allez me dire, ouais, mais il y a différentes tailles au niveau des cartes mères. Alors oui, et ça va être le point justement qui va après déterminer la taille de votre boîtier. C'est que comme on l'a dit juste avant et comme je vous l'expliquais avec les boîtiers juste avant avec la partie ITX, les formats ITX, ce sont des tout petits formats qui sont quand même assez compacts. Après, au-dessus, vous allez avoir les micro ATX, on va avoir les ATX. Micro ATX sont les formats les plus courants et les plus communs à l'heure actuelle. Et on va avoir les EATX qui sont le format, j'allais dire, extended ou étendu ATX, fait qu'on est sur des plus grosses cartes mères. Et là, on va rentrer généralement sur des grosses cartes mères, donc avec en Z ou en I. Et on va aussi sur être des budgets qui vont être totalement différents. Et surtout qu'il faudra des boîtiers qui seront adaptés à celle-ci. De façon globale, les cartes mères en ATX comme en micro ATX, elles sont supportées par presque tous les boîtiers. Vous avez même des boîtiers qui ne supportent pas les formats ATX, formats uniquement des micro ATX, qui sont ce qu'on va appeler ou des moyens voire mini tours. Et les moyennes tours vont globalement gérer les deux. Donc là, on a pris tout à l'heure un système de refroidissement aussi en 240 mm. Donc va falloir regarder au niveau du boîtier qu'on va pouvoir bien le positionner. Et au niveau de la carte mère, que du coup finalement elle puisse rentrer dans ce dernier. Donc là finalement, du fait qu'on n'a pas encore choisi le boîtier, vous n'êtes pas conditionné. Donc là, regardez si vous avez besoin de Wi-Fi, si au niveau des ports USB vous en avez suffisamment, si au niveau de la partie chipset et au niveau de la partie technologie, ça correspond à tout ce que vous avez choisi avant avec les liens que je vous ai passés. Et à ce moment-là, par exemple, là moi je vais prendre une Asus TUF B660 plus Wi-Fi parce que je ne peux pas faire d'overclocking, qu'elle supporte les 6000 MHz sans trop de soucis, que au niveau de la partie Wi-Fi j'en ai besoin. On n'a pas de restriction vis-à-vis de la carte graphique, elle est compatible avec du PCI Gen 4 à ce moment-là pour le SSD, donc là je suis tranquille. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va sélectionner à ce moment-là maintenant notre boîtier, et le boîtier c'est tout simplement, après à vous de juger au niveau de l'esthétisme que vous souhaitez, en prenant bien en compte aussi, c'est que les composants à l'heure actuelle chauffent de plus en plus, et donc on a besoin d'avoir un système de refroidissement qui soit performant, et donc avoir de l'air qui passe à l'intérieur, et c'est ce qu'on appelle l'airflow dans les boîtiers. Et l'airflow est ultra important, je vous fais d'ailleurs les tests de boîtier sur la chaîne principale où justement je vous le montre, et c'est ce qui permet justement de pouvoir avoir ça et de savoir que du coup un boîtier conditionne aussi les performances de votre machine, parce que c'est bien beau d'avoir pris un water cooling pour que justement ça puisse refroidir correctement, mais s'il n'est pas alimenté en air frais, il refroidira que dalle. Au même titre qu'un ventirad, si vous lui balancez de l'air chaud, il refroidira que dalle à la sortie. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir quand même un boîtier qui circule. Les boîtiers aquarium que l'on peut retrouver, donc les dual chamber en fait à ce moment-là, oui, reste des beaux boîtiers, ça reste aussi des boîtiers bons, mais par contre il faut les équiper, il faut mettre plusieurs ventilateurs, il faut justement gérer correctement en fait aussi au niveau du montage à l'airflow, donc le sens de passage de l'air, afin justement de pouvoir à ce moment-là du coup avoir un flux d'air correct. Si on prend le cas par exemple du H5 Flow avec la partie RGB, donc lui il est fourni avec les ventilateurs à l'avant et à l'arrière, donc en RGB directement, là à ce moment-là on sait qu'on est sur un boîtier qui lui peut permettre d'accueillir donc directement du format ATX et du format micro ATX, parce que là on l'a sur sa fiche technique justement directement ici, où là en fait vous pouvez retrouver directement donc les différentes caractéristiques. Donc là on voit format de carte mère, donc mini ATX, micro ATX et ATX, donc ça veut dire que là il sera compatible avec notre carte mère. Au niveau des systèmes de refroidissement, vous voyez la longueur maximale du coup du ventilateur au niveau du CPU, c'est là si vous avez pris un ventirad directement. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie donc refroidissement et surtout water cooling là dans la fiche, où il nous demande la compatibilité. Vous voyez comme quoi ils sont compatibles sur la partie IO en 240, en 280, en 140, en 120, que ça soit en façade ou que ça soit en fait au-dessus. Vous savez que vous pourrez placer le water cooling sans trop de problème à ce moment-là, et que ça passera d'un point de vue place. Donc ça c'est vraiment à regarder et il faut y faire attention. Pareil pour la longueur de la carte graphique, même si aujourd'hui il y a quand même peu de boîtiers de nouvelle génération qui brident les cartes graphiques, même si les cartes graphiques très grandes, ça je vous l'accorde. Justement il faut y prendre en compte, là vous l'avez en taille en millimètres, et c'est ce que vous retrouverez finalement sur toutes les fiches constructeurs. Vous avez généralement la taille, que ce soit la carte graphique ou que ce soit des compatibilités avec au niveau de la part boîtier, vous êtes tranquille. Donc là à ce moment-là, par exemple moi je vais partir sur le 4000D ou sur le H5 Flow. Je préfère le H5 Flow pour même pas 10 € de plus, j'ai déjà les ventilateurs de fournis avec et en RGB, donc je reste sur celui-ci. Il est qualitatif, il est propre du coup et il est visuellement parlant en fait forme, donc ça il n'y a pas de souci. Et là maintenant en fait on a presque tout fini et presque tout choisi, c'est-à-dire le processeur, le système de refroidissement,
la carte mère, les barrettes de RAM, la carte graphique, le SSD en fait pour le stockage, notre boîtier, il nous manque plus que l'alimentation. Pour l'alimentation, c'est très simple. Là, du fait que vous avez tout choisi, je vais vous donner un outil qui est disponible sur le site de BeCoyote, donc qui est un constructeur d'alimentation et système de refroidissement ainsi que de boîtier, qui est tout simplement le PSU Calculator. Le PSU Calculator, comme vous pouvez le voir juste ici, c'est tout simplement un configurateur d'alimentation. Et donc là, vous allez tout simplement sélectionner la marque de votre processeur, le modèle, la marque et le modèle de votre carte graphique, au niveau du système, qu'est-ce qu'il y a de rempli dedans, au niveau du système de refroidissement, ce que c'est, et ça vous donnera la puissance maximale qui va être utilisée théoriquement par votre PC, et surtout quels seront les types d'alimentation qui seront conformes. Donc on va faire le test directement, on prend sur Intel, je suis sur du 1700, hop, j'ai choisi donc un 12400, hop, et c'était la version F, je fais pas d'overclocking dessus parce que c'est un F. Au niveau de la partie carte graphique Nvidia, à ce moment-là, on avait choisi, je crois c'était une 4070 directement, donc on avait choisi une 4070 super, overclocking on va mettre OC d'usine à ce moment-là. Ici vous avez la partie alimentation RAM, SSD NVMe ou autre. RAM, on achètera un kit de 2 barrettes, donc on met x2. SSD NVMe, j'en ai mis qu'un seul, mais généralement ce que je fais c'est que j'en mets toujours 2 au minimum parce que je considère qu'on va avoir une évolution en fait à ce moment-là dans le temps. SATA, pareil, j'en mets généralement 2 parce qu'on peut avoir des systèmes de water cooling ou autre consomme avec des contrôleurs ou autre, donc je mets l'équivalent d'un SATA supplémentaire. Au niveau des ventilateurs, comme je l'ai dit, on a 3 ventilateurs, donc 2 en façade avant, 1 en façade arrière. Et au niveau du water cooling, c'est une pompe et 2 ventilateurs parce qu'on est sur du 120 mm et qu'on a 2 ventilateurs dessus. On fait calculer et là vous voyez au-dessus il me dit comme quoi ma config s'alimentera avec un maximum de consommation donc de 550 watts. Alors c'est pas définitif, c'est pas fixe, c'est pas du coup en fait c'est vraiment là pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut donner. Et vous voyez ici que techniquement avec une 1300 watts c'est abusé, je vais presque pas l'utiliser en termes de pourcentage, qu'une 750 suffirait en fait à ce moment-là, qu'on serait à 7500, qu'une 850 à 60 en fonction des différents modèles que BeCoyote propose finalement sur leur site, mais qu'une 650 watts serait à 86%. De façon globale, on considère l'efficience du coup et l'efficacité d'une alimentation quand elle est utilisée entre du 72 et du 90, 100 ou plutôt même 85%. Où là justement on a un bon usage de son alimentation parce que la faire tirer à fond à 100% c'est pas bon directement. Donc là à ce moment-là pour notre configuration, on pourrait soit partir sur du 650 watts, soit sur du 750 watts. On pourrait aussi partir sur du 850 pour voir dans l'avenir etc. en fait dessus. Là c'est vraiment un choix au niveau du budget. Moi personnellement à ce moment-là, je vais plutôt partir sur une 650 directement parce que je pense que dans 3 ans je vais peut-être pas changer ou dans 4 ans ou dans 5 ans je vais pas changer en fait de carte graphique. Hop, je pars directement sur une 650 et à ce moment-là je peux sélectionner l'alimentation qui me convient aussi d'un point de vue tarification, qui convient aussi d'un point de vue fabrication et d'un point de vue qualité. Bref, là par exemple je vais sélectionner une entrée de gamme à ce moment-là avec une MSI Mag donc en 650E à 85 € et là ma configuration elle est faite et je suis donc à 1550 € en fait à ce moment-là. Et une fois que j'ai mon listing de mes différents composants, je sais que là ils sont sans compatibles, que là d'un point de vue équilibre, je reste sur quelque chose quand même d'assez bien équilibré, même si on peut avoir entre guillemets en fait un jeu entre le i5 et la 4070 et encore en fait à ce moment-là, le reste ne bride pas. J'aurais plus qu'à les acheter et finalement à les acheter au bon prix sur les différents sites, que ça soit les comparateurs, que ça soit sur Amazon ou d'attendre à ce moment-là les bons plans que je peux vous proposer sur la chaîne en fonction. Et à ce moment-là, là j'aurais sélectionné, j'aurais ma configuration et j'aurais pas de problème de compatibilité. Donc là, bien joué, vous avez fait votre choix de composant et vous avez fait votre première configuration. Dernier conseil avant d'être à la fin de cette vidéo là qui finalement est quand même très longue et je vous l'ai dit en fait directement, n'hésitez pas une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez fait votre étape de recherche, à aller poser vos questions, que ça soit à des amateurs sur les Discord par exemple de personnalités tech, que ça soit de Guillaume, de GQ, de Pax, Intel, de Discovery, d'idées French Hardware, bref, n'hésitez pas en fait à ce moment-là à aller poser votre question. Vous avez des personnes qui vous aident de façon gratuite et ce sont des passionnés, donc ils ont quand même pour certains un minimum de connaissances et qui peuvent justement vous aiguiller, mais n'hésitez pas non plus à aller directement chez des professionnels. Alors même s'il faut quand même toujours prendre un petit peu recul parce qu'un professionnel va toujours vous aiguiller ce qu'il a à vendre lui directement, n'hésitez pas à aller le voir pour lui demander justement conseil dans le sens est-ce que c'est compatible, est-ce que vous y voyez un inconvénient au niveau de la configuration, qu'est-ce que vous aurez changé et quoi. C'est bête à dire mais il y en a beaucoup qui vont simplement justement vous donner du conseil parce que c'est leur boulot en fait aussi. Et puis si à ce moment-là vous vous dites ok en fait il m'a bien aidé, c'est vrai, c'est cool, j'ai eu en fait les bonnes réponses ou autres et que vous voulez le remercier, vous achetez 1 ou 2 ou 3 composants s'il est bien placé d'un point de vue tarification, ou même si vous souhaitez vous-même
vous-même ne pas monter votre configuration, bah, vous pouvez à ce moment-là le laisser faire et lui filer un billet en fonction de tarif propose à ce moment-là pour pouvoir justement monter votre propre configuration. Bref, voilà, c'était un petit peu le mot de la fin. J'espère que j'aurai été complet dans cette vidéo, qu'elle n'aura pas été trop longue en fait dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé directement en commentaire. C'est fait pour vous, donc lâchez-vous, donnez-moi votre avis directement. Et puis ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire en mettant le pouce bleu, en vous abonnant et activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouvera mardi sur cette chaîne pour la prochaine vidéo bon plan, et on se retrouvera donc théoriquement demain, donc samedi, sur la chaîne principale pour une vidéo de test de produits tech et hardware. Bref, je vous mets les liens directement tous en description, où vous avez les petites bulles à gauche à droite qui apparaissent et d'autres vidéos. Et puis bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo tech sur la chaîne. C'était MT, salut.